Et donc, lorsqu'il pleut à Diakou, dans mon village, encore même dans mon village, je vais dire, supposons qu'il y ait une grande forêt, hein, un peu loin de mon village, et qu'il pleut dans cette forêt. Une forêt classée. Il pleut dans la forêt. Et une forêt classée même encore. Mais une forêt comme ça, il pleut et il y a des inondations dans cette forêt. Est-ce que ça va nous intéresser? Et vous pensez que ça pourra nous intéresser? Oui? Ça peut nous intéresser. Oui. Dans quel sens? On a la faune, et la flore, et la faune et la flore, donc, pour ce moment, il y a une inondation. Ça va être notre rapport. Donc, il y aura des sur nous aussi. Ok, je vais finir ici d'abord. Apa? Non, je pense que ça ne va pas m'intéresser. Parce que d'abord, dans la forêt, l'eau sera absorbée par le sol, puis par les plantes. Donc, du coup, il n'y aura pas assez de dégâts comme aux autres niveaux. MA. Mais cela peut aider. Mais vu qu'il n'y aura pas de fait de vie humaine, on ne va pas trop arrêter les autorités dans la réaction. C'est né. Ça a devenu. Je me dis que ça n'est pas notre. Ça ne nous touche pas directement. Délégué, tu es ici ou bien tu n'es pas ici? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que ça n'est pas. Non. Est-ce que ça va nous intéresser ou pas? C'est la question. Ou pas? Non, parce que les inondations ne seront pas au niveau des habitations ici en ville. Ce sera en plus. Quand bien même que ça ne sera pas une habitation, mais directement. Ok. En fait, voilà. Donc, pourquoi je vous ai posé cette question? C'est effectivement la notion des éléments qui sont exposés, qui sont impactés. Si la même inondation se produit, docteur, tu as commencé? Oui. Si la même inondation, disons l'inondation de même ampleur, se produit dans un village, et puis ça se produit dans une forêt qui n'est même pas classée, les autorités vont plus s'intéresser à ce qui se passe dans le village, plus que ce qui se passe dans la forêt. Je ne parle pas d'une forêt où il y a les plantations, une forêt. Effectivement, il y a la faune, il y a la flore, mais dans un premier temps, les autorités vont être intéressées par ce qui se passe dans le village. Pourquoi? Parce qu'il y a l'humain qui est directement là, l'humain et ses réalisations, l'humain et ses activités, la vie de l'humain. Et donc, et de façon indirecte ou directe, il y a l'argent. L'argent qu'on a mis pour construire les maisons, pour construire les routes. Et tout ça, c'est ce que l'humain va voir. Mais dans la forêt, on n'a pas encore investi. Et donc, dans la forêt, je vais parler d'une forêt vraiment assez... parce que même quand on parle de forêt classée, il y a des aménagements que l'humain fait dans ces forêts classées. Il y a déjà les autorités, les scientifiques qu'on peut envoyer dans cette forêt pour essayer de faire l'inventaire des espèces animales et des espèces végétales qui sont dans cette forêt. Vous voyez, de l'autre côté, en Occident, les animaux que vous voyez dans les forêts là, qui se promènent, il y a des GPS sur eux. Et si jamais les Africains qui ont mangé la viande de brousse, lorsqu'ils prennent un pour manger, le GPS se retrouve dans leur maison. Et le blanc, il sait que l'animal est dans une maison. Et ils vont aller chercher. Voilà. Et quand ils vont arriver, si vous l'avez déjà mangé, vous avez idée. Donc, c'est pour dire qu'en fait, les impacts aussi sont importants. Parler des impacts, c'est important.
Et donc, les objectifs spécifiques pour ce premier aspect, c'est de définir les concepts de base et voir la typologie des risques et catastrophes naturelles. Ensuite, c'est de donner les principales tendances d'évolution et les impacts socio-économiques relatifs à ces risques. Et donc, lorsqu'on finit ce cours, normalement, vous devez savoir un peu, de façon générale, quels sont les phénomènes de risque naturels, quels sont les différents types, chaque type de risque est caractérisé par quoi. Et ensuite, vous devez être capable de voir comment ces choses-là évoluent dans le monde, je veux dire, au plan international, comment ça évolue, quels sont les retombées ou les impacts socio-économiques. Donc, on aura trois sections. D'abord, la typologie des risques et catastrophes. Ensuite, les concepts de base pour les étudier. Et pour finir, on va parler des tendances d'évolution. Aussi bien évolution au niveau même des risques, au niveau de l'ampleur, et évolution au niveau des impacts socio-économiques. Et donc, dans ce chapitre, nous allons parler de concepts, de différents types de phénomènes de risques, de catastrophes, et parler des caractéristiques qui leur sont liées, et surtout voir comment les impacts évoluent. Et donc, comme je vous ai dit, on classe les risques dans plusieurs grandes catégories. Il y a les risques géologiques, ensuite on a parlé de quoi? Risques météorologiques, et puis risques hydrologiques. Il y a des risques biologiques. Il y a d'autres types de risques, mais là nous parlons des risques naturels. Et donc, parlant des risques géologiques, un des risques les plus effrayants qu'on ne peut pas souhaiter dans une nation, c'est les séismes. Vous avez déjà assisté à ça? Vous avez déjà appris que cela a eu lieu en Côte d'Ivoire? Non? Les séismes, vous êtes sûr? Mais je dis qu'il y avait une séquence. Une année. Vous non plus? Vous n'avez jamais appris qu'il y a eu un séisme en Côte d'Ivoire? Il y avait des enfants qui avaient vu que le sous avec le nom. Mais c'est pas un séisme. C'est quel village? Le nom du village là, c'est quoi? Qui se rappelle d'un village où il y a des appareils pour suivre ces choses? Plus précis. Parce que vous ne pouvez pas être à ce niveau sans connaître ça. Tu as fait géologie ici. Voilà. Vous, tu as fait géologie là. Vous ne pouvez pas. Toi aussi, non. Mais pourquoi vous ne connaissez pas le nom de ce village? La station géophysique de Lamto. Vous n'avez jamais entendu Lamto? Lamto. L'actuel ministre Diawara était je crois, un des derniers directeurs de ce centre-là. C'est là-bas qu'on a des équipements géophysiques qui mesurent comment je vais dire ça, les vibrations dans le sol. Donc, ces vibrations-là, ça peut être lié à juste des granites qu'on met des explosifs dedans pour casser, par exemple, pour construire les routes ou pour des projets de, comment je vais dire ça, immobilier et autres. Mais le rôle, donc, à partir de cette station, on peut faire la différence entre les secousses d'origine sismique et les secousses qui sont liées à d'autres activités. Et donc, quand vous arrivez là-bas, il y a des enregistrements qui sont faits. Il y a des enregistrements qui sont faits. Okay, donc, on continue. Donc, le séisme,
C'est un ébranlement plutôt brutal, plus ou moins violent de l'écorce terrestre. Les séismes ont leur origine en profondeur, en un point appelé, quel est ce point-là? Le foyer. Le foyer. Parce que l'épicentre, il est au-dessus et le foyer, il est un peu à l'intérieur. On peut dire que l'épicentre représente la projection en surface de foyer. Voilà. Et donc, celui-ci peut être disons, l'origine ou le foyer peut être superficiel, il peut être intermédiaire ou il peut être aussi profond. Donc, en fonction de sa localisation, selon la verticale, selon la profondeur, hein, il peut être superficiel, peut être intermédiaire ou profond. Et donc, les séismes se déclenchent lors de la libération brutale de contraintes accumulées par les déplacements tectoniques ou par des montées magmatiques. Deux échelles permettent donc d'évaluer les risques sismiques. Parlant de montées magmatiques, qui peut nous rappeler un peu un certain nombre de connaissances par rapport le magma vient d'où? Ça se passe comment? Ça vient d'où? C'est une question que tu me poses. Oui, le magma vient d'où? Le magma vient du refroidissement des laves de bois. Où sont les géologues? Tu es géologue aussi, non? Hein? Bon, au secours. Oui, Tano. Faut dire. Ici, la parole est libérée. Tout ce qu'on dit est important. Ce qu'elle n'a pas à dire là, c'est important, mais je veux quelque chose de plus précis. Et elle-même verra si ce qu'elle a dit est correct ou pas. Faut dire. Bon, ce n'est le temps qu'elle finit de bien mûrir sa réflexion. Le magma, il vient d'où? Wako, là-bas, là, on a fait tout ça en géographie, et donc il ne faut pas dire que tu es épargné. Oui, rien. Ça vient de la profondeur de la terre. Oui, quelle profondeur, quelle partie de la roche? Oh! La hydrose. Elle-même est plus précise que pour toi. Tu es envahi par les femmes et puis tu te défends pas. Il faut rester là. Allons-y. Le magma, ça vient de la roche. Je vais te faire moins de trucs. Si tu continues de dire ça, la roche vient du magma. Ce n'est pas le magma qui vient de la roche. Mais c'est vrai que c'est un truc cyclique, mais attention. OK. Vous avez parlé de lithosphère. Donc, lorsqu'on fait la coupe du globe terrestre, après la lithosphère, on a quoi? Non, on est dans un cours sérieux. C'est un sérieux. Oui, après la lithosphère, là, on a quoi? Le corps terrestre, là, c'est ça. Le corps terrestre, même là, c'est une partie de la lithosphère. Ce n'est pas toute la lithosphère. La stratosphère. Toute la stratosphère, là, c'est dans l'atmosphère. Après la lithosphère, on a le noyau. Il y a pas tout au milieu avant le milieu. Mais le nom qui est au milieu, là, comment on appelle? La discontinuité des mots, là, c'est pas quoi et puis quoi. C'est pas. Si vous ne trouvez pas, on n'avance pas. Vous avez le cours là déjà en ligne, donc si vous ne trouvez pas, on n'avance pas. C'est les échanges là qui sont nouveaux.
Quand vous prenez les corps terrestres, ensuite vous trouvez la discontinuité de mots. Vous trouvez quoi après? Dans un nom très simple. C'est maintenant vous êtes en train de chercher. Biosphère, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le truc des glaces. Ça n'a rien à voir avec. Biosphère, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur des forces terrestres. Il y a le manteau. Il y a le manteau. Il y a le bain, qu'on peut aussi appeler asténosphère. Et pas dire, vous avez dit stratosphère. Vous avez dit asténosphère, tu as dit ça. Sinon, il y a le manteau. Il y a le noyau interne. Il y a le noyau interne, le noyau externe. Et la côte terrestre. Oui, à la côte terrestre, mais la discontinuité des mots là, ça c'est pas quoi et plus quoi. Le noyau du monde. Hein? Le quoi? Le manteau. Et la lithosphère. Quand tu dépasses la lithosphère, tu trouves la discontinuité de mots. Après la discontinuité de mots, tu rentres dans le manteau. Après le manteau, tu trouves une autre discontinuité. Comment on appelle ça? La discontinuité de Gutenberg. Après ça, on trouve quoi? Le noyau. Le noyau liquide et le noyau solide. C'est des choses importantes, hein? Parce que quand on parle de séisme ici, donc ça peut venir d'où? Du noyau. Comment du noyau? Ok, je suis d'accord. Lorsque vous avez fait le cours de tectonique, où est-ce qu'il y a la fusion? C'est dans quelle partie c'est dans quelle partie de la Terre, lorsqu'on regarde la coupe verticale, où il y a le mouvement de convection, où il y a la fusion, c'est où? C'est dans le manteau. C'est dans le manteau. Donc, c'est là que le magma se trouve. Le magma se trouve là. Et ce magma-là, c'est lorsqu'il a une forte, je ne sais pas comment je dois dire, soit il y a une zone de faiblesse, ou bien lorsque les mouvements de convection deviennent à un point où ils cherchent une occasion de sortir. Et c'est là que le magma va monter. Et tout en montant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le magma était dans une condition là-bas de pression et de température très chaude, mais lorsque ça commence à monter, qu'est-ce qui se passe? Il commence à refroidir au fur et à mesure. Et donc, au niveau de la base de la lithosphère, où les premiers refroidissements vont commencer à se faire, on trouve quel genre de roches? Oui, mais qui sont des roches grenues. Oui, oui. Vous voyez, bien cristallisées. On continue encore. On va trouver les roches micro-grenues. Micro-grenues, microlithiques. Les microlithiques, ça c'est vers la surface, dans les basaltes. Ça va expliquer ça. Voilà, c'était. Ensuite, lorsque le magma n'a pas eu le temps de se refroidir dans tout ça et que ça sort brusquement à la surface, on parle de quoi? De quoi? Le volcanisme. C'est le volcan. Et ces roches volcaniques-là, quand vous regardez dedans, est-ce qu'il y a des minéraux? Il n'y a pas de minéraux parce que ça se refroidit rapidement. Donc, leur texture est vitreuse, généralement. Tout ça, là, c'est lié. Une question. Vas-y. Bon, vous avez dit ça, vous faites des plages Ça dépend de comment les gens l'intitulent. Sinon, généralement, ça voilà, mais chez vous, là-bas, en géographie, je ne sais pas comment, c'est en géographie physique. Vous avez fait ça là-bas. Oui, c'est normal, c'est normal. Nous, on est en géologie, donc nous, on va plus en profondeur. C'est ça, je dis que le géographe
n'est pas un géologue. Le géologue, à la rigueur, dans certains aspects, peut être un géographe. Parce que la géographie, généralement, s'occupe plus de tout ce qui se passe au dehors. Tout, c'est pour ça qu'il y a l'économie, c'est la sociologie, la tout. Mais nous, géographes, on peut être un bon, nous, géologues, on peut être un bon géographe physicien. C'est ce que vous appelez géographie. Voilà. C'est ça. Et donc, vous voyez que c'est là. Donc, avec la contrainte, la pression, il peut y avoir, avec comment je vais dire ça, la circulation des plaques. Pourquoi les plaques arrivent à se déplacer? C'est parce que le manteau en dessous et que le manteau est liquide. Voilà. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il peut y avoir une forte contrainte et puis la lithosphère ou la croûte terrestre peut se casser. Et quand ça se casse, ça se casse avec tout ce qui est au-dessus, les poulets, les humains et tout le reste. Donc voilà, ça c'est le séisme. Et donc, vous pouvez lire beaucoup dessus et si vous voulez encore aller en profondeur. Et donc, il y a deux échelles. L'échelle de Mercalli, il y a 12 degrés de risque et l'échelle de Richter. L'échelle de Mercalli n'est pas objective, mais l'échelle de Richter est objective. On peut dire qu'il y a eu un tremblement de terre de magnitude 3. C'est mesurable avec les appareils. Mais l'échelle de Mercalli n'est pas mesurable. Vous avez tout ça, les détails dans votre cours sur la plateforme. Et donc, parlant toujours de séisme, il y a la notion de sismicité. Et donc, la force sismicité est identifiée en fonction des critères suivants. Donc, pour qu'on dise que dans une région, ou disons cette région a une forte sismicité ou une faible sismicité, voici les critères. Il faut qu'il y ait eu ou qu'il y ait existé dans le pays en question des événements historiques d'intensité supérieure ou égale à 8. Quand on parle d'intensité ici, on peut parler de la magnitude selon l'échelle de Richter. En Côte d'Ivoire, où on n'a jamais eu d'événement de cette nature, de cette intensité, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire a une forte sismicité. Il y a aussi le temps de retour de l'événement, c'est-à-dire l'événement qui a une intensité supérieure ou égale à 8, il faut que cet événement-là revienne au moins chaque 250 ans. Est-ce que vous me comprenez? Le temps de retour, parce que ce sont des événements qui sont très rares. Mais si dans une région, un événement d'une intensité supérieure ou égale à 8 revient, chaque 200 ans, chaque 100 ans, chaque 250 ans, en ce moment-là, il y a un problème. On peut dire que la région est une région à forte sismicité. Je prends l'exemple. Si vous prenez les Philippines, ici je prends le Japon. Le Japon. Pratiquement, on peut dire que chaque 3 ans, même vous qui êtes jeune, vous voyez dans l'actualité, il y a eu tsunami. Tsunami, c'est un tremblement de terre qui a eu lieu dans la mer. Donc, il y a des tremblements de terre au moins chaque 5 ans. Et ces tremblements de terre-là ont des magnitudes supérieures ou égales à 8, généralement. Donc, une telle zone est une zone à haute sismicité, à forte sismicité. Et aussi, on peut considérer les événements qui ont une intensité de 7. Et là, leur période de retour doit être inférieure à 75 ans. Donc, dans tous les cas, le Japon est concerné. Et donc, on note que 500 000 à 1 million de séismes se produisent par an. Et parmi ces séismes, on a 100 000 qui sont ressentis.
Et parmi les 100 000 ressentis, on a 1000 qui sont capables de causer des dégâts, car un peu de séisme majeur plutôt atteignent les régions habitées. C'est ce dont je parlais au début. Les régions qui ne sont pas habitées, il peut y avoir des séismes là-bas. Ça ne nous impacte pas trop. Nous, on ressent, mais nous ne sommes pas vraiment impactés. Et donc, regardez le nombre de séismes qui se passent par année. Et sur ce grand nombre, on a 100 000 qui sont ressentis, soit par des poulets ou bien par des humains. Et parmi ces 100 000, il y a 1000 seulement qui sont capables de causer des dégâts. Donc, vous voyez que c'est des... Et ces 1000-là atteignent rarement... Disons, c'est les 1000-là qui atteignent un peu les régions habitées. Ici, on a un exemple d'une zone qui a été affectée par un séisme. Un séisme de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter, qui a secoué la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, le 12 mai 2020. Attention, il y a une autre nouvelle forme de choses. Bon, les dégâts. On a plus de 87 000 personnes qui sont mortes ou portées disparues. Et on a près de 375 000 personnes qui ont été blessées. Et entre 4,8 et 11 millions qui ont perdu leur logement. Donc, vous voyez que quand le séisme se produit dans les régions habitées, les conséquences ou les dégâts sont vraiment importants. Et regardez même la position des maisons. Tout ça, c'est à reprendre, quoi. C'est carrément à reprendre, sans compter le nombre de personnes qui peut-être dormaient, qui se sont levées matin ou bien à cette heure-là, qui a décidé de rentrer tout à la maison. Enfin, tous ces facteurs-là. Ensuite, on a le volcanisme. Ça, encore, c'est un risque géologique ou géodynamique. La genèse, donc, survit des fonctions de deux mécanismes. On a la divergence des dorsales océaniques et la convergence des zones au niveau des plaques, au niveau des zones de subduction. Et on a aussi un autre type de volcanisme qu'on appelle le volcanisme des points chauds, qui est indépendant des mouvements des plaques. Il est le seul type de volcanisme qui peut survenir à l'intérieur d'une plaque. Et dans ce cas, on va parler de volcanisme intra-plaque. Et c'est ce qui cause souvent les volcans rouges, source d'éruption calme. Et donc, on a une lave solide qui coule, une lave fluide qui coule. Et pendant longtemps, et il y a absence de quoi? D'explosion. Il existe environ 1511 volcans actifs sur Terre, répartis en 3 types. On a les volcans explosifs, les volcans effusifs et les volcans sous-marins. Donc, vous voyez que... Est-ce qu'il y a eu des volcans sous-marins en Côte d'Ivoire? Jamais. Délégué. Est-ce que vous avez été à Kumodi pendant les sorties de géologie? Et vous avez vu les roches qu'on appelle les pylos là-bas? Attendez, vous avez vu les roches qu'on appelle les pylos là-bas? Vous n'avez jamais... Et toi, vous êtes allé vers la chapelle de Tumodi. Et vous n'avez pas vu les pylos là-bas. Les roches sous forme de poussin. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais vous, la votre géologie là, non, vous l'avez fait. Non. Nous, on a été dans le même Tumodi là. Nous, on a vu les roches, les pylos là-bas. Hein? Ce sont des roches qui sont sous forme de poussins, qui ont été formées dans un volcanisme sous-marin.
Et ces roches-là existent à tout moment. Vous pensez que c'est le blanc qui a soulevé pour venir déposer là? La roche s'est formée là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Et ça veut dire que quoi? Que la mer, et que lorsqu'on dit que les eaux couvraient la terre, vous pensez que ce n'est pas faux. Tout le monde était couvert par la mer en son temps. Et il y a eu le volcanisme sous-marin. Et ces roches pyrolava qui existent, qui sont témoins de ces faits-là, existent encore à tout le monde au niveau de la chapelle. Ça, c'est ça. Dans longtemps. Oui, la Côte d'Ivoire était la Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui habitaient, enfin, en son temps, il n'y avait pas d'habitat d'humains parce que l'homme est apparu, ça fait combien d'années, combien de millions d'années seulement. Mais c'est ce phénomène dont on parle, ça, c'est plusieurs millions d'années, mais dans les carrés de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces roches existent. Hein? La terre, là, n'a pas changé. Peut-être dans son temps, les humains n'existaient pas encore, mais la terre existait. La terre, en son temps, existait et les eaux couvraient quoi? La terre. Et les volcanismes sous-marins se sont produits ici en Côte d'Ivoire. Donc, je peux poser cette question à quelqu'un qui n'a jamais fait la géologie ou la géographie physique et peut me dire non. Venant de vous, je dis non. Vous devez savoir. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu, vous avez touché, vous avez photographié et vous avez même fait des rapports. Attention. Et donc, parlant de volcans explosifs, on va noter que en 1980, l'entrée en activité du mont Sainte-Hélène aux États-Unis a provoqué une explosion d'une énergie égale à celle de 27 000 bombes atomiques. Vous voyez la bombe atomique qu'on a lancée à Nagasaki et à Hiroshima, qui continue de faire des dégâts aujourd'hui. En termes d'énergie, hein, le volcanisme, l'entrée en éruption du mont Sainte-Hélène a produit, l'explosion a produit une énergie semblable à 27 000 fois ce qui s'est passé dans ces deux zones, Hiroshima et Nagasaki. Vous voyez. Ensuite, les volcans effusifs, on a le piton de la Fournaise situé sur l'île de la Réunion, qui entre en éruption en moyenne une fois par an. Le magma s'écoule ensuite sur les faibles pentes du volcan, parfois pendant plus de 4 semaines. Et on a les volcans sous-marins. Ils ne sont pas explosifs, ils ne sont explosifs plutôt que lorsqu'ils approchent la surface. Ça veut dire que si ça se produit en très grande profondeur, on ne sentira rien ici. Mais si c'est un peu dans les zones où le fond n'est pas trop éloigné, en ce moment-là, on peut sentir. Et à grande profondeur, donc la pression de l'eau et sa capacité d'absorption de la chaleur figent rapidement les laves dans une forme caractéristique. Cette forme caractéristique-là, comment on appelle ça? Lorsque le volcan se passe en mer et que les laves coulent, vous voyez, c'est comme quand tu coupes du cabato pour mettre dans l'eau là. Les laves coulent. Tu coupes du cabato, tu mets dans l'eau. Comment ça fait? Ça fait comme des poussières. C'est pour ça qu'on les appelle les pilots lava. Les pilots. Hein? C'est très important. Pour un géologue, n'importe où vous partez, quand on parle de pilots lava, vous devez savoir que c'est des roches sous-marines, c'est des roches qui se sont créées à la suite d'un volcan, d'un volcanisme sous-marin. C'est très important. Ça, là, nous, on n'a jamais, depuis la maîtrise, comment on dit ça? On était en maîtrise 1, on peut appeler ça licence 3, mais on n'a jamais oublié ça. Donc, je ne sais pas pourquoi vous oubliez. Nous tous on fait des détections, mais on ne peut pas ça. Attention. Hein? Et donc, après les risques géologiques ou géodynamiques, on a les ouragans, les risques météorologiques. Et dans ces risques météorologiques, on va parler de ouragans, typhons ou cyclones. Ce sont des vents très forts qui soufflent
en s'enroulant autour d'un œil, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 350 km/h. Après le passage de l'œil, les rafales recommencent brusquement en venant de la direction opposée. Donc, on va parler de cyclone lorsqu'on est dans l'océan Indien et dans le Pacifique du Sud-Ouest. On va parler d'ouragan lorsqu'on est dans l'Atlantique et le nord-est du Pacifique. Et on va parler de typhon lorsqu'on est dans le nord-ouest du Pacifique. Donc, vous voyez que ça, c'est le même phénomène. Souvent, dans l'actualité, on entend typhon. Dans l'actualité, on entend cyclone. Souvent, on entend quoi encore? Ouragan. C'est les mêmes choses-là, pratiquement, mais souvent, la différence de vitesse aussi peut intervenir. Donc, un cyclone est caractérisé par une masse nuageuse de grande dimension, de forme grossièrement cyclique, avec un diamètre de 1500 à 2000 km. Donc, vous voyez que c'est important. Et un développement vertical de 12 à 15 km. Donc, ici, on a la courbe d'un cyclone. Donc, au milieu, on a l'œil, ou un peu suivre. Tu as sommeil, faut te lever. Tu vas t'arrêter un peu, et puis après, tu vas t'asseoir. Tu commences à dormir encore. Donc, on a l'œil du cyclone. Vous voyez l'œil du cyclone. Et autour de l'œil du cyclone, on a des nuageuses. Donc, on a ce qu'on appelle le mur du cyclone, on a ce qu'on appelle le toit du cyclone. On a les nuages, généralement les cumulonimbus qui sont violents, qui constituent donc la masse nuageuse. Et on a les flèches bleues. Ici, bon, à cause du fond, on ne les voit pas bien, mais si vous regardez, est-ce qu'on voit la clé là-bas? Vous voyez les flèches bleues qui montent là, de la base du cyclone. Vous voyez les flèches bleues là. Voilà. Vous voyez, représente les humides alimentant les cumulus. Et on a les flèches orange ou jaune qui sont les secs qui descendent. Et vous voyez la largeur du cyclone, on a 10 à 15 km de choses, non. Est-ce que c'est altitude d'épaisseur, même si on devait être. Oui. C'est grand. Et donc, ici, on voit une localisation, une carte de localisation des cyclones. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette carte-là? Qu'est-ce que vous voyez? C'est l'Afrique, c'est vrai. Et en Amérique du Sud, en Europe. Voilà. Donc, l'Afrique paraît épargnée. Je dis bien paraît. Parce que regardez le sens des flèches. Il y a des flèches qui viennent, mais il y a des flèches qui touchent l'Afrique. Hein. Vous voyez que de plus en plus au Mozambique, on parle de quoi? De cyclone. Au Maghreb. Non, en fait, je parle de flèches. Ça vient vers l'Afrique, plus au niveau Maghreb. Est-ce que c'est au niveau du Maghreb? Au niveau de l'Asie. Afrique du Nord. Ici, là. Au niveau de l'Asie. L'Afrique du Nord, là. Ici, là. Non, au niveau du bassin atlantique. C'est quand je parlais là, comme on avait vu les flèches là. Ben, regardez le sang des flèches. Ça vient comme ça. Cette partie-là. Moi, je Bon, il parlait de l'Amérique. Tout mais ici, là. OK. Oui, mais là, ça ne touche pas l'Afrique. Ça vient, ça reste dans l'océan, dans l'Atlantique. Ça reste dans l'océan. Mais ce qui touche l'Afrique, c'est vous voyez. C'est pour ça que de plus en plus. Parce que, en fait, le cyclone naît quelque part ici. Et dans son évolution, ici, on a la chance parce que ça reste en mer. Mais il y a des moments où ça peut venir toucher l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on parle de... Je crois même qu'en Madagascar, on a parlé de cyclone. Et puis au Mozambique. Hein, on verra ça. Et donc, vous voyez qu'il y a des zones
de cyclone. Et ça, là, je dis merci au créateur. Je dis merci parce que, bon, si on se dit que, en tout cas, la répartition fait que l'Afrique, déjà dans cette grande pauvreté, si ces choses-là devaient venir s'ajouter à ça encore, ce serait grave. Hein? Donc, c'est bizarrement, c'est l'Amérique, pas l'Amérique du Sud même épargnée. Hein? Voilà. Et puis, c'est le côté de l'Asie, là, qui est beaucoup touché. Et puis, un peu l'Océanie aussi, l'Australie, est un peu touchée. Alors, je suis au courant. Oui, le plus rapide. OK, merci. OK, donc vous voyez que la répartition est déjà faite et on est épargné plus ou moins. Mais la partie est de l'Afrique n'est pas trop épargnée. Et donc, c'est pas bon. Et même pour l'Amérique aussi, c'est pas bon parce que je sais que Wapo, par exemple, il veut aller en Amérique. Hein? Il veut aller en Amérique avant de revenir. Parce que tous ceux que tu vois là-bas, les compatriotes qui sont revenus, ceux que tu vois, c'est ta photo. Hein? Et maintenant, c'est pas quand tu vas avoir 70 ans que tu vas aller là-bas. Hein? Voilà. Donc, ou bien tu veux utiliser les paquets de l'État pour t'offrir ça. Que tu vois venir. Donc, voici la répartition des cyclones. Donc, c'est un phénomène grave. Et les cyclones tropicaux sont classés en fonction de la vitesse du vent. L'échelle de Saffir-Simpson les classe en 5 catégories basées sur leur capacité à engendrer des dommages et des inondations sur les habitations côtières. Et donc, cette échelle-là commence par des cyclones tropicaux faibles qu'on appelle, disons, sur cette échelle de Saffir-Simpson, on peut parler de SS1, avec des vitesses de 119 à 153 km/h et finit avec des cyclones tropicaux destructeurs qualifiés de S5 lorsque le vent est supérieur à 250 km/h. Ensuite, on a les tornades. Vous voyez que tornade n'est pas égal à cyclone. Ou bien, Wapo, je pensais que c'était la même chose. Tornade n'est pas égal à cyclone. Donc, les tornades, ce sont des tourbillons d'air violents qui deviennent souvent visibles sous la forme d'un entonnoir s'étirant à la base d'un nuage jusqu'au sol. C'est terrible ce truc. Souvent, quand on regarde les chaînes comme National Geographic, il y a les chasseurs de cyclones. Regardez, cette photo-là. C'est des nuages. C'est des nuages que vous voyez. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, quand vous regardez ici, là, ça avale tout ce qui est sur le sol. La force, voilà, ça prend. Cette perturbation atmosphérique turbulente de petite dimension, mais aux effets destructeurs, crée des vents qui peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. Oui, 500 km/h, c'est rapide. Elles prennent naissance à des latitudes comprises entre les 20e et les 60e parallèles et sont le plus souvent observées dans le centre des États-Unis. Environ 100 tornades par année. Oui, donc vous voyez que c'est terrible. Ici même, sur le tableau que vous avez, la couleur est un peu dégradée, mais lorsque vous voyez la couleur qui est sur la machine ici, c'est encore plus, ça parle plus. Hein? Marie-André, viens regarder là. Ça parle plus. Regarde, tu vois. En même temps que
je ne sais pas s'il il pleut, mais c'est un peu... Cette partie, Voilà. on a l'impression que c'est juste ça. Voilà. Donc, c'est grave. OK, donc on avance. On va voir l'échelle de Saffir-Simpson. Donc, des choses. Non, pas Saffir-Simpson. Saffir-Simpson, ça voulait cyclone. C'est ça, hein? Ne mélangeons pas les échelles. Dans les quiz, là, ne mélangez pas les échelles. Hein? Voilà. Saffir-Simpson, c'est les cyclones. L'échelle de Fujita, c'est les tornades. Hein? Voilà. Donc, cette échelle de Fujita classe les tornades sur 5 niveaux en fonction de la vitesse des vents. Hein? Et donc, lorsque les vents sont de 60 à 110 km, on a des dommages mineurs. Ensuite, lorsque ça atteint de 110 jusqu'à 170 km, des dommages modérés. Et de 170 à 240, on a des dommages importants. De 240 à 320 km/h, on a des dommages sévères. Et de 320 à 410 km/h, on a quoi? Des dommages dévastateurs. Et lorsqu'on a des vitesses supérieures à 410 km, on a quoi? Des dommages exceptionnels. Ce sont des choses qui arrivent généralement, rarement. Ensuite, on a les inondations. Les inondations, vous voyez ici, c'est quelque chose de terrible parce que même les roches sont déplacées aussi. Hein? Et donc là, les inondations, une inondation, c'est quoi d'abord? C'est une submersion lors d'une crue, d'une zone souvent déjà reconnue comme critique, la plaine d'inondation. Donc, généralement, le cours d'eau, il est dans son lit, mineur. Lorsqu'il pleut jusqu'à un certain niveau, il peut déborder un peu sur son lit mineur, il n'y a pas de problème. Ensuite, quand la température, la précipitation atteint une certaine hauteur, une certaine quantité, le cours d'eau peut déborder, utiliser le lit majeur et puis déborder s'il y a des plantations, s'il y a des habitations à côté, aller racler tout ça. Et on peut voir des cases même qui sont déplacées par l'eau, des humains peuvent être déplacés. Parce que souvent au village, quand il pleut, on a cette... on a l'envie d'aller se laver. Hein? Mais c'est même en Béga ici, souvent quand on apprend que l'eau, il a plu que des enfants étaient emportés, ces enfants n'étaient pas forcément dans des maisons. Souvent, c'est des enfants, on dit, viens, il veut laver, et puis la puissance de l'eau les prend. Et donc ici, on a le débordement d'une eau dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce débordement a eu lieu en septembre 2017. Récemment, c'est une inondation comme ça. Au Congo. OK. Voilà. Et donc, on a différents types d'inondations. On a les inondations par débordement direct. Donc, le cours d'eau sort de son lit mineur pour occuper son lit majeur. Ensuite, on a les inondations par remontée. Les eaux remontent par les nappes alluviales et aussi par les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eau pluviale. On a aussi les inondations par stagnation d'eau pluviale et on a les inondations par ruissellement en secteur urbain. C'est ce que nous vivons le plus souvent ici, à Abidjan, et qui occasionne les orages, donc occasionnent des forts ruissellements et qui vont faire que la capacité d'évacuation des réseaux, des systèmes d'évacuation va être saturée et donc conduire à des inondations au point bas. Ce qui fait que souvent, quand on veut assurer ces inondations en milieu urbain, on a tous les problèmes. Parce que ça dépend de comment on a occupé l'espace, comment la ville s'est étendue, comment est-ce qu'on a agrandi ou bien on a adapté le système d'assainissement de la ville. Donc,
un État peut ne rien faire et puis compter sur les assureurs, payer une police, et puis il sait que chaque année, lui, il aura une inondation dans son pays. Et donc, il prend une police d'assurance et puis bon, il n'aménage pas, il ne fait pas d'aménagement. Donc, pour ces raisons-là, généralement, les assureurs refusent ce genre d'assurance, de couvrir ce genre de phénomène en milieu urbain. Et donc, ici, on a l'inondation de San Pedro en 2018. Vous vous rappelez, non? Même il y avait des routes qui étaient coupées. On ne pouvait pas aller à San Pedro. Oui, c'était coupé. San Pedro était coupé du reste de la Côte d'Ivoire. Donc, pardon? Carrément, ce serait répandu. Donc, c'est pas. Donc, vous voyez que même, je ne sais pas si c'est des écoles ou les immeubles qui sont là, l'eau est arrivée quand même. Bon, les petites maisons, pratiquement, on ne les voit pas. Hein. Vous voyez, les duplex, les maisons simples, là, les maisons basses, on ne les voit pas. Ensuite, on a l'affaissement. Aussi, c'est un autre phénomène, l'affaissement. Ce sont des dépressions topographiques en forme de cuvette plus ou moins profondes. Elles sont issues du fléchissement lent et progressif des terrains de couverture avec ou sans fracture ouverte relatif à l'évolution d'une cavité souterraine sans rupture en surface. Il peut y avoir des efforts de flexion, de traction et de cisaillement et des tassements différentiels dans les zones de bordure, effectivement. Et donc, c'est comme on est là, même si le cul est en train de s'affaisser, on ne se rend pas compte. Parce que c'est lent, c'est tout doucement. Et c'est un de ces 4 matins qu'on va se retrouver. Oui. Si on fait la thématique sur le plat, est-ce qu'on ne peut pas avec ça dire que si peut-être oui, c'est possible. C'est possible parce que si on prend par exemple une image de cette salle, on va prendre l'image du Pirat avec le reste du campus. Hein? On peut voir un peu sur ces images-là, la position, un peu comme on le fait pour le trait de côte. On prend plusieurs images, on voit comment le trait de côte en fonction des années. Donc, en fonction de peut-être certaines mesures qu'on pourrait faire, on peut savoir si dans une zone, il y a affaissement, l'affaissement a commencé ou pas. Ceux qui sont plus observateurs peuvent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être, lorsqu'on dépose une cuillère et un verre d'eau, le niveau de l'eau là, parce que l'affaissement se fait, ça ne se fait pas forcément de façon verticale où tout est correct. Il peut y avoir, surtout au niveau des bordures, il y a des choses qui peuvent être un peu pas dans la, voilà, inclinées. Être incliné. Donc, par exemple, dans un verre, on peut voir que le niveau est incliné. Mais bon, ça, c'est pas la détection, mais ceux qui sont plus regardants peuvent voir ça. Mais on peut faire une cartographie de ces zones-là en associant les différents facteurs qui peuvent commander l'occurrence de ce genre de phénomène. On le fait pour le glissement de clés. L'affaissement, on n'a pas encore travaillé dessus, mais encore pour l'affaissement, il faut prendre en compte le réseau des ouvrages qui sont dans le souterrain, le réseau d'induction d'eau, les cavités souterraines, cavités, les canalisations qui ont été faites par les humains. Parce que souvent, c'est à ce niveau-là que les choses se passent. Et donc, il résulte donc de l'évolution des cavités souterraines dont l'effondrement est amorti par le comportement souple des terrains superficiels. Donc déjà, un des facteurs pour quelqu'un qui doit faire une telle étude, il faut qu'on s'assure que les terrains
Quelle est la nature des terrains? Donc, la nature du sol, la nature géologique des terrains va intervenir. Est-ce que c'est du matériau ductile ou bien c'est du matériau? Si c'est du matériau élastique, on ne peut pas avoir d'affaissement. Il faut que le matériau soit ductile. Un matériau ductile, c'est ductile. Quelque chose de, oui, c'est ce qu'on appelle plastique. On peut moduler ça, mais ça ne se casse pas. Et c'est là que souvent il y a des plis. Mais des matériaux élastiques, c'est là qu'il y a souvent les failles. Hein? Votre géologie là, que vous avez fait. Donc, ces cavités peuvent être soit des vides naturels par dissolution. Et ici, lorsqu'on parle de dissolution, à quoi est-ce que vous pensez? Surtout toi, quand on parle de dissolution, au niveau des roches, tu penses à quoi? Mais tu penses à quelle roche particulièrement? Voilà, c'est la pierre rouge. Et c'est là on est en science. C'est quelle roche, lorsqu'on a vu en géologie les différents types de roches, c'est quelle roche qui est solide? De calcaire. Le calcaire est solide. Et c'est pour ça qu'en milieu calcaire, on va parler souvent de castes. Hein? C'est-à-dire, ce truc particulier qui caractérise les calcaires, c'est une dissolution qui va avec des cavités souterraines. Et lorsque vous arrivez, par exemple, dans les cavités, toujours la dissolution du calcaire qui va nous permettre de voir des choses extraordinaires, comme les quoi? Les stalagmites et les stalactites. L'eau qui tombe, le calcaire fond. Quand ça tombe, à chaque fois que ça tombe, le calcaire se dépose, ça monte. Mais à chaque fois aussi que ça vient du sommet, que ça tombe, il y a le calcaire qui monte. Donc, dans les grottes, lorsqu'on fait les films, on ne voit pas ces choses. On les appelle les stalactites et les stalagmites. Votre géologie, là, vous avez fait ça. Bon, on continue. En tout cas, non, moi, je connais le contenu de l'eau. C'est vous qui avez tout oublié. Donc, ça peut être aussi des ouvrages souterrains exécutés sans précaution, soit des carrières souterraines. Vous voyez là, mais on parle de calcaire. Mais toi, photographier là, je ne sais pas où tu avais fait ça. Ensuite, il y a les effondrements. Et donc, il se traduit par un abaissement violent. Vous voyez la différence entre affaissement et effondrement. Effondrement, c'est brusque et spontané de la surface, sur parfois plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur. Tout le terrain au-dessus de la cavité s'effondre d'un coup. Et là, la photo qui est là nous montre un effondrement à Neuville, en Normandie, en France, le 31 mars 2001. Et il y a un jeune homme qui est mort avalé par la terre. Donc, il est rentré directement. Donc, imaginez sa souffrance avant de... Ici, on a quoi? Toujours l'effondrement. Ici, hein? C'est moi qui ai créé l'image. Hein? Donc, en 2010, donc vous voyez que la ville était déçue. Ça aussi, ça peut être l'œuvre de cavité, mais la chose s'est passée parce que le poids, peut-être le poids était trop. Voilà. Donc, vous voyez que ça s'est passé là-bas. Et ce qui est resté, c'est ce trou qui est là. Et selon les experts, l'effondrement s'est produit probablement à l'intersection du tuyau de distribution d'eau servant la ville. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là. Ensuite, on a les glissements de terrain. Et donc, en fonction de la géométrie de la surface de rupture, 3 types de glissements sont à distinguer. On a les glissements plans ou translationnels, le long donc d'une surface plane. On a les glissements circulaires ou rotationnels le long d'une surface convexe. On
on a les glissements quelconques ou composites lorsque la surface de rupture est un mélange des deux types. Donc, vous voyez ici, ces choses qui se passent. Généralement, c'est rare que ça soit vraiment plein, hein? C'est rare. Amant, toi, tu viens d'où, petit? Tu viens de l'Ouest, non? Tu viens d'où? Hein? Tes parents n'ont pas le village. Sont les descendants du ciel. Ah, c'est son exercice que tu vas rentrer quand tu vas. Non, mais il ne dit pas la vérité. Moi, je sais qu'il vient de l'Ouest. Tu viens de l'Est. Tu t'appelles quoi? Tu n'as pas le petit frère de Jennifer. Le grand frère ou le petit? Faut te revoir. Est-ce que tu n'as pas demandé si tu connais? Est-ce que tu t'es demandé si tu connais ton village? Hein? Ah, mon Dieu. Donc, voici le glissement de terrain parce que Amman, c'est un site intéressant pour nous pour étudier les glissements de terrain comme à Tekoro. Hein? Il y a un étudiant qui est avec vous ici, Tomauro, qui travaille sur les glissements de terrain à Amman. Pourquoi tu dis où? Tomauro de Cadet. Tomauro, là, son projet là est financé. Le procès était Lausanne. C'est par rapport à son travail. Donc, on ne sait pas comment il a fait. Si ses parents ont appris qu'il a fait, mais il est tombé sur ce projet. Mais il m'a envoyé un document. Je vais regarder. C'est un acte, non? Voilà. Donc, travail. Donc, vous voyez ici le glissement de terrain qui s'est produit en 2014. Vous n'étiez pas trop enfant. Peut-être que vous avez eu écho de ça. Au moins 350 morts selon l'ONU dans cette zone. Hein? Et c'est après les pluies torrentielles. Donc, vous voyez, tout ce qui est là, c'est la boue, quoi. C'est le sol, meuble mélangé avec l'eau. Et là, à la télévision, quand on a regardé, les gens tiraient des corps comme ça de la boue. Voilà. C'est terrible. Ces choses-là, c'est terrible. Ok, donc, on est passé un peu en revue ces glissements, ces phénomènes naturels. Dans votre cours, c'est plus détaillé sur la plateforme. Et là, donc, on ne les décrit pas parce qu'on les aime, on les décrit parce que, vu leur impact sur les activités socio-économiques, sur l'économie même de façon générale, et sur la vie des humains, on a besoin de les connaître, on a besoin de les appréhender, on a besoin de les gérer. Et donc, comment est-ce qu'il faut les étudier? Quelles sont les notions clés pour les étudier? Ce sont des risques, donc on va parler des notions clés, des concepts. L'aléa, on va parler d'aléa. Généralement, quand on dit que ce truc est aléatoire, ça veut dire quoi? L'aléa vient de l'aléatoire. C'est pas toujours, ça peut se faire chaque mois. Aléatoire. C'est Oui, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de régularité. On ne peut pas maîtriser sa survenue. On ne peut pas maîtriser son occurrence. Ça arrive. Hein? Voilà. Et donc, l'aléa, c'est le processus naturel qui est défini par une intensité, une occurrence faciale et une occurrence temporelle. Donc, on va dire pourquoi et comment ça s'est passé. Donc, ça, c'est l'intensité. Surtout, ça atteint quel niveau? Est-ce qu'on peut, c'est fort, c'est moyen, c'est petit? Ensuite, l'occurrence faciale, c'est où? C'est à Boisflé ou bien c'est à Mans? Hein? Ou bien c'est à Dabou? Et c'est quand ça s'est passé? Quand ça s'est passé là, ça a pris combien de temps? Combien de temps les gens sont restés à la maison à cause de ce phénomène? Donc, la probabilité d'occurrence faciale est conditionnée par des facteurs de prédisposition ou de susceptibilité. La géologie, par exemple. Il y a la probabilité d'occurrence temporelle qui dépend aussi de facteurs déclenchants naturels ou anthropiques.
elle peut être estimée quantitativement ou qualitativement. Donc, vous voyez, on peut parler par exemple de la pluie. Hein, la pluie pour les inondations. Est-ce qu'il y a eu une forte pluie, une petite pluie? Qualitativement, on peut même, quantitativement, on peut mesurer même aussi la pluie quantitativement, mais on peut aussi mesurer les périodes de retour. Mais une pluie exceptionnelle, ça revient chaque combien d'années à peu près? Parce que ici, comme on dit, c'est aléatoire. Donc, c'est difficile de dire que pour suivre dans 100 ans, ça va se passer. Surtout, actuellement, nous parlons de changement climatique. Tu peux dire que c'est dans 100 ans, mais dans 10 ans, ça peut revenir. C'est ça même qui est courant. C'est ça, c'est pour ça, c'est ça qui fait quelque chose qui a changé. Quelque chose qui devait venir toujours peut-être chaque 5 ans en moyenne, qui vient maintenant chaque 3 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, ou bien même, il pleut toujours à Dabo. Chaque samedi, voilà, chaque samedi, et puis maintenant on se rend compte que même les lundis et les mardis aussi, il pleut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça. Donc, après l'aléa, on a la notion d'enjeu et de vulnérabilité qui sont liés à la présence humaine. Personnes, habitations, activités économiques, infrastructures, et tout ce qu'on peut imaginer. Ils sont difficiles à définir. Donc, la vulnérabilité dépend des éléments exposés et de leur résistance, de leur comportement. Et donc, la vulnérabilité traduit également la fragilité d'un système dans son ensemble et sa capacité à surmonter la crise provoquée par l'aléa. Vous voyez la vulnérabilité. Donc, il y a un aléa qui se manifeste. Est-ce que le système est détruit tout de suite ou bien est-ce que le système peut résister? Si c'est un système qui est bien construit, sur la base de certaines normes et autres, le système peut tenir. Mais si le système est construit de façon, comme on le voit, anarchique même, ce n'est pas le mot, même la qualité des briques. Vous passez là, vous voyez toutes les maisons qui poussent. Est-ce que vous voyez qu'il y a ciment dans les briques? Essentiellement, c'est le sable. Donc, est-ce que s'il y a un vent violent tel qu'on l'a vu au niveau des tornades qui viennent, est-ce que nos maisons, déjà même il y a des immeubles qui tombent sans vent, hein? Voilà. Et donc, à côté de la vulnérabilité, et donc, il y a la notion de résistance et la notion de résilience. Prof, Ayoka. Et donc, la résistance, c'est la capacité donc, du système à résister, comme je l'ai dit tout à l'heure, face à un événement non souhaité. Et ça va? La résilience, c'est la capacité d'un système à récupérer un fonctionnement normal suite aux conséquences d'un événement non souhaité. Donc, vous voyez que la vulnérabilité est opposée à la résilience. Plus on est vulnérable, moins on est résilient. Plus on est résilient, moins on est vulnérable. Donc, la vulnérabilité d'un système sera d'autant plus faible que sa résilience sera grande. Ensuite, il y a la notion de risque et de gravité. Donc, le risque est considéré comme une mesure de la situation dangereuse qui résulte de la confrontation plutôt
de l'aléa et des enjeux. Et donc ici, on a la mesure donc du risque qui est lié à la gravité. Et donc ici, il y a la courbe de Farmer qui montre un peu comment le risque évolue en fonction de la gravité. Et donc, on a 3 domaines ici. On a le domaine de risque individuel, de risque simple. Vous voyez que dans ce domaine ici, disons, plus proche de l'origine du repère, ce premier domaine qu'elle a, vous voyez que la fréquence est élevée ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'événements parce que c'est des choses de tous les jours. On peut dire que c'est un peu, ça tend un peu vers ce qui est normal, mais ce n'est pas aussi normal que ça, parce que ça peut créer quelques petits dégâts. Donc, la vie continue. Ces choses arrivent et puis, bon, la vie continue. Ensuite, on arrive dans le deuxième domaine où le risque est moyen. Ça arrive de temps en temps. La vie peut continuer comme il peut y avoir des cas où la vie normale ne peut pas continuer. Mais lorsqu'on arrive dans le domaine 3, le risque est collectif et rare. Le risque est majeur. Donc, le plus souvent, les écoles peuvent rester fermées pendant une semaine. Il y a des routes qui sont impraticables pendant une semaine et autres. Donc, ensuite, on a toujours au niveau des risques de gravité, on va noter que les conséquences des événements non souhaités sont caractérisées par l'indice de gravité qui se situe donc entre 2 indices extrêmes. On a l'indice 1, conséquences mineures, il n'y a pas de blessure de personne, on a un inconfort, on peut sentir des odeurs qui s'échappent de certaines canalisations, tout ça. La destruction des biens ne met pas en cause l'intégrité de la mission du système. Donc, les choses peuvent se dérouler plus ou moins comme d'habitude. Mais lorsqu'on arrive dans l'indice 5, la conséquence est catastrophique, le risque est majeur, comme on l'a vu sur le tableau. Plusieurs personnes blessées sont blessées grièvement ou morts d'un ou de plusieurs individus. Il y a la pollution de l'environnement par émission importante ou répétée d'un produit de toxicité élevée. Donc, le système est totalement détruit. Donc, dans ce cas-là, il faut agir pour pouvoir se relever. Donc, le risque est la combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences négatives. C'est la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d'un événement favorable vu le danger, l'aléa et la vulnérabilité. Donc, le risque peut être déterminé comme un produit du danger ou de l'aléa et de la vulnérabilité. Donc, le plus souvent, lorsqu'on veut établir les cas de risque, on va établir la case du danger ou de l'aléa qu'on va multiplier par la case de la vulnérabilité. On peut le faire autrement, mais généralement, c'est ce qu'on fait. Et donc, lorsqu'on arrive au niveau des catastrophes, on va noter que la catastrophe est un événement d'origine naturelle, subite et plus tard qui provoque plutôt des bouleversements importants, pouvant engendrer de grands dégâts matériels et humains, à savoir la mort et la destruction, le plus souvent à grande échelle. Et c'est la combinaison du danger à la vulnérabilité. En fait, la catastrophe, c'est la dimension exagérée, j'allais dire, du risque. Elles ont pour conséquence d'amener les autorités et les scientifiques, selon vous, depuis qu'il y a les inondations avant. Qu'est-ce que vous remarquez? Depuis un certain temps, quand il y a les inondations, qu'est-ce que les autorités font? Il faut déplacer les la lettre et les hommes dites à risque. S'interpelle la population, déguerpir ces lieux. Voilà. Et donc, ça les pousse à prendre des décisions, à revoir la structure même, la structure de la ville.
ça les amène comment je vais dire ça, à demander aux scientifiques de faire des études orientées dans des sens, de sorte à pouvoir éviter que ces choses ne se reproduisent. Donc, ça va les amener à prendre des lois. Donc, les scientifiques et les autorités donc, vont se tourner vers de nouvelles réflexions sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir plus ou moins et atténuer les effets désastreux. Et donc, de ces réflexions peuvent naître de nouvelles réglementations, de nouvelles normes ou de nouveaux matériaux. Par exemple, c'est ciment dont nous parlons. Imaginez qu'il y ait eu une tornade ici et qu'on dit, c'est un exemple, tout Riviera Palmeraie a été rasé. Est-ce que normalement les autorités ne devaient pas réfléchir? Il faut dire, mais les scientifiques même aussi, c'est quel matériau on a utilisé dans tout Abidjan? Et ces matériaux-là, est-ce qu'on ne peut pas les améliorer? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser autres matériaux? Lorsque vous arrivez en Occident, dans des pays où les gens construisent beaucoup avec quoi? Avec le bois. Avec le bois. Et c'est des maisons qui sont chics. Ils mettent seulement un peu de ciment au niveau des piliers. Des maisons qui sont chics. Mais là-bas, ils ont des systèmes d'incendie. Chez nous, ici, où on cultive avec on prépare avec le bois. Ou bien avec le charbon. Si ta maison est en bois, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, c'est tout ça. Il faut considérer toutes ces choses. Donc, aborder la question de la vulnérabilité est la seule chance réelle de prévenir une catastrophe. Donc, le risque de catastrophe est égal à l'aléa multiplié par la vulnérabilité sur la capacité. Les deux éléments communs lors d'importantes catastrophes naturelles sont la sensibilisation et la préparation. Parce qu'une fois les gens sont sensibilisés et préparés, ils sont attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Si on leur dit, par exemple, que s'il pleut, par exemple, de façon à Abidjan, si vous êtes dans une zone où nous sommes, lorsqu'il pleut, il faut agir de façon successive, de façon abondante. Faites attention. Si vous allez, par exemple, au travail, chercher à rentrer tôt, c'est un exemple. Il se pourrait qu'il y ait des inondations dans la nuit. Ne sortez pas tard. Prenez les dispositions. Par exemple, si il y a un niveau ou bien 2 niveaux en haut, tout le monde dort dans le haut niveau, peu personne ne dort dans le sous-sol, des choses comme ça. Mais les gens ça va les préparer à s'apprêter par rapport à ce qui pourrait se passer. Et lesquels? C'est pire. Et donc, la gestion, donc lorsqu'il y a une catastrophe, il faut chercher à gérer cette catastrophe. Et donc, on va avoir deux notions importantes ici, la gestion de la catastrophe et la situation d'urgence. Et on va noter qu'une situation d'urgence est une situation où la société est capable de faire face. Et une situation de catastrophe est une situation où la société ne peut pas faire face. Vous voyez, les inondations qui se sont produites avec. À un moment donné, je crois qu'il y a eu appel à l'aide internationale. Est-ce que je me trompe? Donc là, c'est une situation de catastrophe. Normalement, la situation d'urgence, si c'est à Bois-Flé que ça s'est passé, les autorités de Bois-Flé seulement peuvent régler la situation. Mais si les autorités de Bois-Flé ne peuvent pas régler, qu'ils appellent, on peut dire, les autorités d'un certain niveau, et que les autorités d'un certain niveau arrivent et qu'ils ne peuvent pas régler, qu'on appelle l'aide internationale en ce moment, ça devient une situation de catastrophe. L'aide de l'État et des agences internationales est nécessaire. Donc, faites la différence entre ces deux choses. Carlos, si tu n'es pas ici, je vais te faire sortir. Tu es là.
La gestion des catastrophes est un processus donc systémique qui vise à réduire l'effet négatif ou les conséquences d'événements indésirables. Une situation donc d'urgence est une catastrophe créée par la parution réelle ou imminente d'un événement qui impose une attention immédiate. Il faut se procurer immédiatement d'un événement ou d'une situation de risque, car il peut évoluer ou il peut avoir des conséquences négatives et se transformer en une situation d'urgence. Lorsque la situation d'urgence dépasse le contrôle de la population, elle devient une catastrophe. Donc, vous voyez que à chaque fois que tout ce que le système met en place pour se relever devient insignifiant ou faible, on a affaire à une catastrophe. Cette catastrophe, ce qui est une catastrophe pour la Côte d'Ivoire, n'est forcément pas une catastrophe pour les États-Unis. Ils sont habitués au cyclone, au tornade. Donc, nos petites affaires de catastrophe de quelques millimètres d'eau là, d'ailleurs, ils nous insultent de quoi? Pour dire, mais c'est le manque d'assainissement, ou bien c'est l'occupation anarchique du territoire qui est à la base de ça. Vous voyez. Ou bien, bon, ils ont utilisé quel matériau pour faire leur construction. Donc, ça veut dire que ça dépend. Ensuite, donc, on va parler de tendance parce que c'est vrai, on parle de catastrophe, mais quand ces choses-là se passent, quels sont les fonds qui sont en jeu? Et donc, on va de 1900 à 2007 ici, et on a fait des... Comment vous analysez et ou interpréter cette carte, ce graphe? Qu'est-ce que vous voyez dessus? Comment les choses se passent? Quel progresse? Et donc, en abscisse, on a quoi? Et en ordonnée? On a le nombre de catastrophes. Et donc, vous voyez que de 1900 à 1909, on avait 71 catastrophes, toutes catastrophes confondues. Hein? Waco. Toutes catastrophes confondues. Vous avez cours le soir? OK. Toutes catastrophes confondues. Et donc, vous voyez comment ça évolue jusqu'à ce qu'on arrive en 2000. Non, en 1900, on peut même voir 3 phases ici. Hein. Ou bien, en 1930, disons 1939, on a 99. Mais à partir de là, jusqu'à 1969, ou bien même jusqu'à 1979, il y a une catégorie qui est là. Mais on peut voir deux grands... Ça dépend de l'argumentation, mais d'abord, on a cette phase-là de 71 à... Tu ne parles pas d'année, je parle de nombre, à 140. Ensuite, de 140 à 500, ça dépend. Mais à partir de 500, là, vous voyez que l'évolution est très rapide. Mais lorsqu'on va dans les détails, qu'est-ce que le détail nous présente? De 1900 à 1939, on voit que les catastrophes biologiques, ça c'est stable aussi. De 1900, les catastrophes biologiques ont commencé à être très visibles à partir de... Oui. Même qu'avant, déjà un peu, mais à partir de 1960, c'est devenu un peu plus chose.
Non, mais le truc, de 1910, on a les catastrophes biologiques. De 1910 à 1929. Et après, il y a eu, on a vu des catastrophes biologiques de 1930 jusqu'à 1959. C'est en 1960 que ces catastrophes sont revenues. Catastrophe biologique. Ah oui, c'est le marron, oui. Ok, je vois. Donc, à un moment donné, ça a disparu. Et puis ensuite, c'est revenu. Et c'est revenu en croissant chaque fois un peu plus. Oui, on continue dans les détails, toujours. Donc, pour les catastrophes hydrométéorologiques, on peut dire que depuis 1900 à 2006, ces catastrophes ont toujours existé. Elles étaient, on va dire, elles étaient peu constantes de 1900 à 1900. Elles étaient constantes ou insignifiantes? Insignifiantes. Par contre, de 1950 à 2007, on a eu une évolution rapide. Anormale. Anormale. Moi, je peux dire anormale. Rapide et anormale. Parce que quand on voit 71 et qu'on se retrouve à 904. À 900 combien? Je vais dire à partir de 904 jusqu'à 3000. Oui, oui. On est à 2500 ici. Oui, donc, et ça, comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il y a une explication derrière tout ça. On parle des catastrophes hydrométéorologiques. On va dire, le premier problème que je peux voir, c'est l'évolution de la forte démographie qui va inciter le gouvernement à faire des constructions. Et quand ces constructions sont pas bien faites, généralement, on a le ruissellement qui n'est plus possible. On a des inondations. Quel est ce cyclone? Voilà. Ce qu'elle dit n'est pas faux, mais essentiellement les changements climatiques qui sont derrière ça. Sinon, c'est ce que je dis souvent aux étudiants. Souvent, ils écrivent que les catastrophes ont commencé à être les changements climatiques. Ce phénomène d'inondation qui a commencé à être les changements climatiques. Non, ça existait avant. Mais seulement que ça a été amplifié par les changements climatiques. Voilà, il y a une autre chose. Quand on parle maintenant de changement climatique, je veux dire qu'on ressent plus les changements parce qu'il y a toujours des changements. Moi, je pense que maintenant, on ressent plus les effets du changement climatique qu'avant. Je ne dis pas que c'est maintenant. Oui, non, mais avant même, les changements climatiques ont toujours eu lieu, mais ces changements climatiques, généralement, sont restés dans une certaine norme parce que les activités anthropiques, aujourd'hui, le danger, c'est pourquoi les gens sont là, c'est parce que c'est des activités anthropiques qui sont à la base de, j'allais dire, de la rapidité du changement. Sinon, il y a eu toujours des changements. Mais cette fois-ci, ce changement dans lequel nous sommes va vite. Les gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère. Je pense que l'année passée, on a parlé de ça. Ou bien on n'a pas parlé de ça. On va parler de ça. Toi-même, là, quand tu réponds, on sent que tu n'es pas ici. Hein? Tu es où? Et donc, on continue. On a cette autre représentation. Là, on va de 1950. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est à partir de 1950 que les choses ont commencé à devenir bizarres. Et là, on voit les risques biologiques en vert, les risques climatiques en bleu, les risques géologiques en rouge, les risques hydrologiques en un autre type de bleu un peu plus foncé, un peu violacé. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on a les risques météorologiques en gris. Voilà. Et donc, quand on regarde, on voit que les risques hydrologiques, c'est ça, hein? Oui. Ont pris beaucoup d'ampleur dans ces dernières années. Et donc, lorsqu'on prend hydro et météorologique,
Hein? Parce que même le climatique, là, on peut l'associer à cela. On voit que dans ces dernières années, c'est comme s'il y a une explosion. Hein? Et non, le nombre a trop augmenté. On continue. Et ça, cette courbe, je vous demande d'interpréter, je n'interviens pas. À part, tu as la parole. Interprétation. Analyse et interprétation. Non, commentaire. Regardez bien. Allez pas à pas. Quand vous avez une analyse à faire, un commentaire à faire, vous devez voir les axes. Ça représente quoi d'abord? Et puis les lignes bleues, les personnes affectées. Quelle est la différence entre mort et affecté? Le mort, c'est celui qui n'a plus de vie. L'affecté, c'est celui qui a subi une catastrophe, mais il est toujours. Ok, oui. Vous voulez qu'on fasse une interprétation de la courbe? Oui, c'est l'interprétation. Mais c'est dans l'interprétation que j'ai posé une question d'abord. Voilà. Donc, à quoi tu as fini? Oui, bien, tu continues. Voilà, continue. Alors, au début de l'année 1950, on a vu que les morts chez les personnes affectées au même niveau. Et puis, il y a eu un pic. Au niveau de 1958, il y a eu plus de. Et puis après, on a vu que en 1964 et 1966, les morts étaient élevés par rapport aux personnes affectées. Puis après, les personnes affectées étaient encore élevées que le. Voilà, ce qu'on veut dire ici, c'est que je vais comprendre ce que vous avez dit. Oui. Au début de l'année 1950, 1950 à 1970, on a vu qu'il y a eu un grand taux de mortalité par rapport aux personnes qui étaient affectées. C'est dû au fait qu'au début, ils n'avaient pas mis des moyens adaptés pour prévenir des catastrophes naturelles. Mais après, à partir de 1972, on a vu que même quand il y avait des morts, mais au fur et à mesure, il y a eu moins de morts que de personnes. C'est que les catastrophes venaient, mais ça pouvait impacter les gens, des constructions, tout ça, mais on n'avait plus autant de morts. Voilà. On a des points de construction dans les bassins, on a des canalisations qui sont faites en conséquence, même si ils sont faites. Il y a eu d'autres trucs qui sont éléments. Voilà. Le nombre a diminué. C'est ça. Et en termes de coût, non, c'est bon. C'est ça qui est ceux qui sont impactés. Donc, vous voyez qu'avant, les gens n'avaient pas une grande compréhension des risques. Les gens ne faisaient pas attention. Il n'y avait pas de normes dans les constructions et tout le reste. Donc, la chose vient. Et puis, on est là en chute, on meurt. Peut-être qu'ils ont commencé à avoir une connaissance de ces choses, ont changé de comportement et tout ça. Et donc, maintenant, c'est vrai, la route peut être détruite, mais les personnes ne meurent pas. Parce que des fois, dans les pays les plus avancés, il y a des appareils, il y a des dispositifs, par exemple, comme la station de Planto qui existe, qui prévient. Les mesures vont montrer que dans la zone de choses, de tout maudit là, vu ce que nous voyons depuis 2 semaines, il se pourrait qu'il y ait un tremblement de terre. Donc, on va déguerpir les gens, on va les délocaliser et puis surveiller. Mais bon, ça, c'est pas un travail chez nous ici. C'est ici, là. Ça ira petit à petit. Donc,
Ensuite, ici, au niveau des impacts socio-économiques, vous voyez un peu, depuis 1950, regardez en termes de milliards de dollars. Regardez le séisme de Kobe en 1994. À partir de ce séisme-là, vous regardez comment les choses ont évolué. On a l'ouragan Katrina. Vous entendez parler souvent de l'ouragan Katrina. Ensuite, il y a le séisme du Sichuan en Chine. Et on a le tsunami de Honshu récemment, en 2012. Et vous voyez le nombre de milliards de dollars qui ont été dépensés pour refaire les villes, pour refaire tous les morts. On ne peut rien faire. Je ne sais pas, est-ce que dans ce genre de cas, l'État va dédommager les parents? C'est possible, mais donc c'est tout ça. Et puis, il y a les assurances aussi qu'il ne faut pas oublier. Et donc, la multiplication des infrastructures et des équipements dans les pays développés augmente considérablement les dommages induits. Augmentation donc du coût économique des catastrophes naturelles majeures. Donc, vous voyez que le séisme de Kobe a engendré 100 milliards. L'ouragan Katrina, 125 milliards. Le tremblement de terre de Sichuan, 85 milliards. Le tsunami de Honshu, 210 milliards. Et donc, en moyenne, de 2000 à 2012, les catastrophes naturelles dans le monde ont coûté près de, je dis bien en moyenne, près de 130 milliards de dollars. C'est pas franc CFA. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez qu'au niveau de ces choses, les assurances aussi montent. Donc, tout le monde est concerné. On continue, ça encore c'est des tendances, on va avancer. Nombre d'événements répertoriés. OK. Et donc ici, on voit une courbe assez, des courbes ici. On voit les tremblements de terre, ensuite on voit quoi? Les cyclones et on voit les inondations. Et lorsqu'on met tous les types ensemble, vous voyez, c'est assez important. Le nombre est important. On a combien de... Bon, on va avancer. Et donc ici, cette partie, généralement, c'est pour vous montrer tous ces impacts-là en termes de perte en vie humaine, en termes de perte socio-économique. Et donc, cette courbe-là me plaît. J'aimerais qu'on commence ça aussi. Commentons ça. Ici, qu'est-ce que vous voyez? En rouge, le rouge représente quoi? L'Asie. L'Asie. Ensuite? L'Amérique. L'Europe et puis l'Océanie. Pardon? L'occurrence, comment je vais... C'est-à-dire les désastres naturels par continent. C'est-à-dire les désastres naturels répertoriés. Leur occurrence, ce qui est arrivé par continent. Et donc, vous voyez, voilà, commentez un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre Afrique. Afrique évolue. Comment? À être impacté. Depuis 1900, combien là? 94 essentiellement. C'est devenu, ça dépasse même à certains endroits l'Europe. Et l'Asie, c'est le continent le plus touché, mais parce que là-bas, il y a beaucoup de tremblements de terre. Ensuite,
Et ensuite, ici, on a la répartition, mais ça, c'est une carte à laquelle moi-même, bon, je suis un peu jeune. Regardez la couleur. C'est une classification, c'est une carte des zones en risque de façon générale, concernant tous les continents. Donc, regardez l'Afrique. Regardez la Côte d'Ivoire. On a quelle couleur? Rose. Rouge. Voilà. C'est en quelle année? Est-ce qu'on voit l'année sur la carte? Oui, madame, 1900. Quoi? Non, 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 c'est l'intervalle de risque. Non, ça c'est les. Ça c'est les. Comment on dit ça même? Les classes, la classe des risques. La classe. Donc, ici, moi, je me dis que c'est une carte peut-être qui a été faite pendant que la Côte d'Ivoire était sous pression de guerre. Parce que tous ces risques dont on parle, séisme, cyclone et autres, nous n'avons pas. Donc, nous ne pouvons pas être dans une zone de risque très élevée. Mais certainement qu'ils ont mis les conflits ou bien l'instabilité sociopolitique dans leur travail. Et donc, c'est une carte qui me paraît un peu... Ah, c'est une métier un peu bizarre. dans l'Afrique, il y a la même couleur. Oui, mais c'est ça. Là-bas, il y a... Pardon? Oui, il y a le titre, mais on dit c'est exposition de la population aux aléas de catastrophes naturelles. Et puis, on a dit quoi encore? Ça concerne la... Et le niveau de... C'est quoi? Le premier là, c'est quoi ma fille qui a écrit là? C'est le premier là. Premier, avant flood là, c'est quoi? Storm, ok. Storm, flood, drought et de l'eau, de la mer. Donc, vous voyez que la Côte d'Ivoire n'est même pas concernée. Voilà. La Côte d'Ivoire, storm, c'est les cyclones, les inondations. Oui, mais léger. Donc, c'est une carte que je prends avec beaucoup de choses. Bon, on va aller voir les choses les plus importantes en Afrique. Maintenant, on a parlé du général. Hein? On va voir l'Afrique. Peut-être que ça va vous réveiller un peu quand vous allez savoir qu'il y a des séismes en Afrique. Et donc, en 1960, au Maroc, il y a eu un séisme à Agadir. Donc, vous voyez ce quartier avant le séisme et vous voyez après le séisme. Donc, à gauche, c'est avant le séisme et à droite, après le séisme. Donc, vous voyez que c'est une destruction totale. L'hôtel Saga, qui était dans le même lieu avant et après. Donc, vous voyez qu'en Afrique, il y a les séismes qui se passent. Ensuite, le volcanisme. Ici, on a l'éruption du mont Cameroun en 1999. Donc, il y a le volcanisme aussi en Afrique. Et donc, cette éruption du 28 mars 1999, l'éruption a eu lieu donc sur une période du 28 mars au 17 avril. Donc, après 3 jours d'intense activité sismique, une nouvelle fluxure d'éruption couvre sur le flanc sud. Une douzaine d'événements actifs sont repérés sur deux sites. Et vous voyez que les coulées envahissent la forêt équatoriale et autres, mais il y a des solutions qui vont venir après. Et donc, ça prend le temps. La coulée s'arrête après un parcours de 7 km à 200 mètres de la côte. Et fin mai, les 600 personnes évacuées rejoignent leur maison. Donc, il y a eu des évacuations. Ensuite, on a les cyclones. En Afrique, il y a des cyclones à part. En Afrique, il y a des cyclones. Mais il y a le passage du cyclone Giovanna à Madagascar. Donc, Madagascar a été touché. En 2012, c'est pas aussi loin que ça par le cyclone tropical intense Giovanna qui l'a traversé d'est en ouest. Bilan, au moins 31 victimes et près de 250 000 sinistrés. Vous voyez l'état de nos constructions, vous voyez nos matériaux, ça ne peut pas résister. Même si c'était
un petit vent, voilà, vous voyez. On continue. Ici, on a le séisme en Côte d'Ivoire. Et donc, en Côte d'Ivoire, il y a une faible sismicité. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi... la Côte d'Ivoire est stable. On est dans le craton ouest africain, on est stable, mais il y a des foyers sismiques qui existent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'occasion d'étudier sur ces risques sismiques-là. Et donc, cette carte-là est venue de nous. Et donc, vous voyez qu'un peu plus au nord, dans le coin, on a des séismes de magnitude supérieure à 3,5 sur l'échelle de Richter. Et le reste de la Côte d'Ivoire, de façon générale, c'est vrai qu'il y a des séismes, mais la magnitude est faible, inférieure à 3,5. Donc, la Côte d'Ivoire aussi, en Côte d'Ivoire, il y a un faible risque sismique. C'est important de le savoir. Donc, il existe une diversité de risques et de catastrophes naturelles, dont l'occurrence est commandée par plusieurs facteurs. Et dans la manifestation de ces risques, plusieurs échelles ou diagrammes permettent d'évaluer leur intensité afin de mieux les surveiller et les suivre. Les conséquences socio-économiques vont d'énormes pertes matérielles pouvant atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars US à des pertes en vie humaine. Et aucun continent n'est épargné. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter. On s'est posé beaucoup de questions pendant le cours, donc, ainsi pour